Bonjour à tous. Je suis Valentin, directeur de recherche en neurosciences cognitives. Je travaille avec un groupe de jeunes chercheurs pour étudier le fonctionnement du cerveau des enfants et des adultes. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du cerveau. Je vais vous poser des questions auxquelles vous répondrez par oui ou non. La première question est, savez-vous où se trouve votre cerveau? La réponse est dans la tête. Mais certains animaux, comme le poulpe, ont des cerveaux-dents. Leurs tentacules. Ensuite, nous verrons à quoi sert le cerveau. Il sert à penser, parler, marcher et même à respirer, bien que le cœur et les poumons jouent aussi un rôle. Le cerveau est donc essentiel pour de nombreuses fonctions. Nous allons également jouer à deviner à quel animal appartient chaque cerveau. Enfin, j'ai préparé une présentation interactive pour vous parler de différentes parties du cerveau et de leur fonctionnement. L'enseignant explique aux élèves les différentes parties du cerveau des animaux, en commençant par le lapin, puis l'humain, le chimpanzé, l'éléphant et le dauphin. Les élèves participent en indiquant le bon cerveau pour chaque espèce. Ensuite, l'enseignant montre une image des cellules cérébrales et demande aux élèves de deviner leur nom. Un élève répond correctement en disant qu'il s'agit de neurones. L'enseignant explique alors que les neurones envoient des impulsions électriques pour communiquer avec d'autres neurones. Il mentionne également que le cerveau humain contient environ 85 milliards de neurones et que chaque neurone est constamment en train d'émettre des impulsions pour communiquer avec ses voisins. Pour enregistrer l'activité du cerveau humain, on utilise des appareils comme le scanner IRM. Celui-ci mesure les propriétés magnétiques du cerveau en utilisant un grand aimant. On peut ainsi voir quelle région du cerveau est active en mesurant les changements de taux d'oxygène. Il existe aussi d'autres machines, comme la MEG, qui enregistre les petits champs magnétiques créés par les impulsions électriques des neurones. Ces machines nécessitent que les personnes restent immobiles. Pour étudier l'activité cérébrale pendant le mouvement, on utilise des casques équipés de capteurs. Ces différentes machines permettent d'obtenir des images du cerveau, montrant les différentes parties et tranches du cerveau. Le cerveau est une structure complexe composée de différentes régions qui s'activent lorsque nous effectuons des actions ou réfléchissons. Pour visualiser cette activité, nous utilisons des techniques d'imagerie médicale telles que l'IRM ou la MEG. Le cerveau est également réactif à la nouveauté et à l'inattendu, ce qui a été démontré par des expériences telles que le conditionnement pavlovien chez les chiens, où un stimulus neutre comme un sifflement peut provoquer une réaction physiologique telle que la salivation lorsqu'il est associé à une nourriture. Il est important de comprendre le fonctionnement du cerveau afin de mieux comprendre notre fonctionnement cognitif et émotionnel. Dans son expérience, Pavlov a associé le son d'un coup de sifflet à la nourriture pour chien. Au départ, le chien ne réagissait pas au sifflet, mais après plusieurs répétitions, le simple son du sifflet était suffisant pour faire saliver le chien. Cela montre qu'il avait appris à anticiper la nourriture à partir du signal sonore du sifflet. Des études récentes ont permis d'enregistrer l'activité des neurones responsables de cette anticipation de récompense. Ces neurones sont actifs lorsque le chien attend la nourriture et lorsque celle-ci est présentée. Cependant, lorsque le sifflet est utilisé sans la présence de nourriture, les neurones ne répondent plus de la même manière. Il montre une baisse d'activité lorsque le chien s'attendait à recevoir de la nourriture mais ne l'obtient pas. Cela suggère que les neurones peuvent être déçus lorsque leurs attentes ne sont pas satisfaites. Dans ces expériences, les chercheurs ont réalisé des enregistrements des neurones du cerveau d'un singe en insérant de petites électrodes temporaires dans une région spécifique. Pour les humains, ils n'insèrent pas d'électrodes mais utilisent des machines pour observer les mêmes types de mécanismes cérébraux lorsqu'ils sont exposés à des situations similaires. Ils utilisent des stimuli différents pour les humains, tels que des bonbons ou du jus de fruits, mais les mêmes mécanismes de récompense sont présents dans le cerveau. Le cerveau humain est composé de différentes régions, chacune ayant un rôle spécifique. Les chercheurs leur ont attribué des noms pour faciliter leur identification. L'expérience du jeu des différences montre comment le cerveau réagit à la nouveauté et à la récompense. En utilisant leur astuce pour superposer les images, les chercheurs ont constaté que le cerveau était plus facilement attiré par les différences. Cela montre que le cerveau traite les images de manière séquentielle et est particulièrement attentif aux informations nouvelles ou surprenantes.
Le cortex visuel, situé à l'arrière du cerveau, est la région qui s'active lorsque nous regardons quelque chose. Plus précisément, la région appelée V1 est impliquée dans le traitement visuel primaire. Le cerveau réagit différemment selon la tâche à accomplir, avec des régions spécialisées. Il est attiré par ce qui est nouveau et surprenant. Le cerveau cache également ses limites, par exemple en nous, donnant l'impression de voir tout en couleur alors que seuls les éléments au centre de notre vision sont colorés. Une expérience avec un casque de réalité virtuelle a démontré cette illusion. Le cerveau est donc capable de nous tromper en nous faisant croire que nous sommes capables de plus de choses qu'en réalité. Cette expérience vise à démontrer que le cerveau a des limites que nous ne percevons pas. Les participants doivent compter les passes échangées entre les joueurs d'une équipe de basket. Cependant, pendant ce temps, un gorille déguisé traverse la scène. Ceux qui sont concentrés sur les passes ne remarquent pas le gorille, tandis que d'autres le voient clairement. Cette expérience démontre que le cerveau se focalise sur certaines choses et peut rater des éléments importants. Il est donc important de comprendre ses limites pour éviter de faire des erreurs ou des actions dangereuses. Le cerveau est un organe puissant mais astucieux, et il est nécessaire de lui accorder une attention particulière. Dans cette transcription, l'orateur discute du fait que notre cerveau a des limites et qu'il est très bon pour nous cacher ces limites. Il mentionne une vidéo célèbre mettant en scène un gorille invisible si on ne se concentre pas dessus. L'orateur explique également que le cerveau contrôle presque tout, sauf les battements du cœur. Il répond aux questions des auditeurs, notamment sur les marques visibles sur le cerveau et sur la façon dont elles sont utilisées pour afficher les images du cerveau. Il souligne également l'importance de la concentration pour voir le gorille dans la vidéo. Le présentateur explique comment notre cerveau traite les informations visuelles. Il évoque l'expérience du gorille invisible dans une vidéo de basketball, où les participants ont tendance à ne pas remarquer le gorille qui passe à l'écran car leur attention est focalisée sur le jeu de passe entre les joueurs de l'équipe blanche. Cela démontre que notre cerveau ne perçoit que ce sur quoi il se concentre et ignore le reste de l'information. Le présentateur précise qu'il n'ouvre pas réellement les cerveaux, mais les étudie à distance avec des scanners médicaux. Il explique que la couleur rouge utilisée pour représenter l'activité des neurones dans les images du cerveau est un choix esthétique, et ne correspond pas à la réalité visuelle du cerveau. Les neurones sont des cellules spécialisées capables d'envoyer des signaux électriques et de transmettre des informations entre eux. Ils sont responsables du traitement des images visuelles dans le cerveau. Le présentateur indique que voir le cerveau d'une personne vivante nécessite des techniques d'imagerie médicale et que l'ouverture du crâne est une mesure extrême réservée à des interventions chirurgicales nécessaires. Il souligne également que l'étude d'un cerveau post-mortem n'est pas aussi utile car il ne reflète pas les mêmes processus que dans un cerveau vivant. Enfin, il répond à une question sur l'arcade qui est une partie du visage, et confirme que cela peut être considéré comme faisant partie du visage. Le cerveau est composé de deux parties principales, le cortex et le cervelet. Le cortex est responsable des fonctions cognitives telles que la parole et la réflexion, tandis que le cervelet contrôle les mouvements du corps. La taille du cervelet varie en fonction de l'espèce, par exemple, il est plus grand chez l'éléphant qu'il ne l'est chez l'homme. La couleur réelle du cerveau est plutôt rosée, tendant vers le gris pâle. Les yeux sont situés à l'avant du cerveau, mais la partie qui traite la vision se trouve à l'arrière. Le cortex frontal n'est pas spécialisé dans la vision, mais dans des fonctions plus avancées propres à l'humain, comme le langage. Dans la vidéo, les régions qui s'activent sont représentées en orange pour montrer leur fonctionnement, mais en réalité, le cerveau ne devient pas orange. Un gorille portait un masque de gorille dans la vidéo, mais il n'était pas réel. Dans cette dernière partie de la discussion, le chercheur explique que la taille du cerveau ne détermine pas nécessairement l'intelligence. Par exemple, certains dinosaures avaient des cerveaux de la taille d'une noix, ce qui ne les rendait pas très futés. Cependant, en général, plus un animal est grand, plus son cerveau est gros. L'éléphant a un cerveau un peu plus gros que celui de l'être humain, mais cela ne signifie pas qu'il est plus intelligent. Les primates, comme les chimpanzés et les humains, ont plus de neurones que d'autres mammifères, ce qui suggère une plus grande intelligence. Cependant,
La taille du cerveau ne peut pas être utilisée comme indicateur absolu de l'intelligence car certaines espèces, comme les baleines, sont intelligentes malgré leur taille de cerveau. Le chercheur explique également que les images de cerveau présentées ne sont pas réelles et ont probablement été obtenues à partir de cerveaux d'individus décédés qui avaient donné leur corps à la science. Enfin, il mentionne que les questions des enfants peuvent être transmises aux enseignants, qui peuvent les transmettre aux chercheurs par courrier électronique. Il informe également les adultes et les enseignants des prochaines séances de discussion.